Encore un scandale industriel qui concerne la nourriture. Après les eaux empoisonnées, c'est au tour du thon en boîte d'être révélé comme toxique. Un scandale en plusieurs étapes avec pas mal d'acteurs qu'on va voir ensemble dans cette vidéo d'Actu Réfractaire. L'ONG Bloom vient de mettre le doigt sur un scandale sanitaire orchestré par les grands industriels et l'Union européenne. On va vous raconter tout ça. Tout se passe dans ces petites boîtes de thon en conserve qui sont l'un des aliments les plus consommés dans les supermarchés pour leur côté pratique et surtout pas cher. Il faut savoir que le marché mondial du thon, ça représente aujourd'hui 37 milliards de dollars et c'est tout simplement le poisson le plus consommé d'Europe. Et ces poissons sont tous contaminés par le mercure qui est un puissant neurotoxique. Pour vous donner une idée, le mercure, ça fait partie de la petite liste des substances les plus dangereuses pour la santé publique. Cette liste, elle a été créée par l'Organisation mondiale de la santé et on y retrouve par exemple l'amiante ou l'arsenic. Donc revenons à nos thons. Pour commencer son enquête, l'ONG Bloom a analysé 150 boîtes de thon issues de 15 supermarchés en France, en Italie, en Espagne et en Angleterre. Et toutes les boîtes sont hautement contaminées par le mercure. En fait, elles sont même contaminées par ce qu'on appelle le méthylmercure, la forme la plus toxique du mercure. Du coup, c'est particulièrement dangereux pour les femmes enceintes puisque le méthylmercure traverse le placenta et atteint directement le cerveau en formation du bébé. Ça pourrait être l'une des causes de l'augmentation des troubles cognitifs chez l'enfant. Mais c'est aussi dangereux pour les cerveaux déjà formés. Et pour ça, on a un exemple, c'est celui de Robert F. Kennedy, un politicien états-unien qui souffre de ce qu'on appelle de brouillard mental, avec des pertes de mémoire et d'autres troubles cognitifs depuis des années. Son cerveau a été analysé et on n'a trouvé aucune trace de tumeur. Et donc, les médecins, ils pensent que la cause la plus probable, c'est sa consommation quasi quotidienne de sandwich au thon. Ils ont mis le doigt là-dessus en se rendant compte que Robert était hautement contaminé au mercure. Et du coup, l'ingestion en haute dose de ce puissant neurotoxique pourrait créer des troubles mentaux. Et on serait très nombreux à être contaminés. Avec ce scandale, tu as une autre enquête qui était sortie du placard qui date, elle, de 2012 et qui a été menée par la European Food and Safety Authority. Cette enquête montre que 5% de la population européenne dépasse la dose critique de méthylmercure. On parle là donc de 22 millions de personnes. Donc le scandale, on le savait depuis longtemps. Et vous savez ce qu'a fait l'Union européenne avec cette enquête? Eh bien absolument rien du tout. En réalité, les industriels étaient déjà au courant de cet empoisonnement depuis 1985. Ça veut dire que tous les costards cravates nous empoisonnent en toute conscience depuis des décennies. Et donc on va remonter ensemble jusqu'à la première poignée de main qui a scellé ce scandale. On prend notre machine à remonter dans le temps, un an après le scandale Schumacher, donc on est en 1985. On est donc en 1985 et les premières études commencent à sortir. On découvre que le mercure rejeté par les incinérateurs, les centrales à charbon, les mines, et tout ça se dépose en fait sur la surface de l'océan. Du coup, les industriels, ils prennent les devants et ils proposent eux-mêmes à l'Union européenne de créer des normes sur le mercure. Comme ça, ils sont sûrs de tenir le stylo et de rédiger les règles qui les arrangent. Résultat, on retrouve à la rédaction de ces normes les représentants des groupes Coca, Nestlé ou encore Thai Union, qui est le géant thaïlandais du thon. Du coup, tout ce beau monde se met d'accord pour limiter le mercure à 0,5 g par kilo pour les poissons peu contaminés et ils augmentent la limite à 1 g par kilo pour les poissons très contaminés. Et là, tu te dis, attends, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des normes différentes? Je veux dire, s'il y a un truc de santé publique qui est à 0,5, ça devrait être 0,5 pour tout le monde. Là, c'est non, c'est si le poisson est contaminé, c'est 1, s'il est peu contaminé, c'est 0,5, voilà, c'est en fonction des industriels. Et oui, si la limite varie pour rester constamment au-dessus des niveaux actuels de contamination pour chaque poisson, ils peuvent continuer à les pêcher, à les vendre et à se faire du profit là-dedans. Et évidemment, vu que c'est l'Union européenne, tout ça a été mis en place sans vote, puisque vu que c'est une mesure technique, la Commission européenne, elle a toute autorité de le faire sans soumettre ses propositions au Parlement. Du coup, petit conseil, pour le moment, levez un peu le pied sur les thons. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et comment est-ce qu'on pourrait reprendre la main sur notre santé face aux gros industriels qui nous empoisonnent. Allez, on passe maintenant à l'Assemblée nationale. Alors jusque-là, on avait vu que la partie recette du budget avait largement été remaniée par le NFP, notamment avec l'ajout de 40 milliards d'impôts sur les plus riches et sur les dividendes qui étaient inscrits sur le projet budget. On a fait la partie recette et maintenant les députés commencent la partie dépenses. Et là aussi, vous allez le voir,
C'est compliqué pour les macronistes. Par exemple, la commission des finances a voté un amendement en faveur du repas à 1 € pour tous les étudiants et non plus seulement les boursiers. Ou encore, ces mêmes députés ont voté un amendement en commission pour aller contre la suppression prévue des 4000 postes d'enseignants. Le budget de la Poste ou celui de l'économie sociale et solidaire a été augmenté, et pareil pour le budget de l'agriculture qui a été rallongé de quasi 1 milliard. Et dans les prochains jours, ce sera le gel de la valorisation des retraites qui pourrait être remise en question, ou encore une réforme d'exonération patronale. Mais là, il faut quand même bien connaître la mécanique de l'Assemblée nationale, puisqu'il ne s'agit que de la commission des finances, c'est-à-dire un travail préalable fait par quelques députés avant de passer à l'examen du budget à l'Assemblée nationale. En gros, ils préparent le terrain, ils font 2-3 petits changements, et puis après, ils proposent le truc à l'Assemblée nationale. Mais ça, ce ne sont que les amendements qui ont été votés. À la fin, il faut quand même que la commission vote sur le texte en entier qu'ils ont modifié, et en général, là, tu as le Rassemblement national qui se réveille et qui vote contre. Donc c'est pas du tout des lois qui sont inscrites dans la loi, tu vois, c'est juste des trucs, bon, il y a peu de chances que ça passe en vrai. Mais l'Assemblée nationale peut faire des modifications sur le volet dépenses comme ils ont fait des modifications sur le volet recettes. Sauf que sur le budget, ni le Sénat ni l'Assemblée nationale ne seront d'accord. Imaginons par exemple que tu es l'Assemblée nationale qui refuse le texte de Barnier, du coup celui-ci part quand même au Sénat, et si le Sénat lui valide le texte parce qu'il est principalement composé de macronistes et de LR, et ben on se retrouve dans une situation où le Sénat est d'accord et l'Assemblée nationale n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des commissions mixtes parlementaires, c'est-à-dire qu'on prend des députés, on prend des sénateurs, on les met dans une même pièce et on leur dit « Bon bah arrangez-vous, trouvez un truc consensuel qui fait que les deux soient d'accord ». Et ce nouveau texte issu de la commission mixte parlementaire est représenté à l'Assemblée nationale qui, lui, a le dernier mot. Donc déjà, ce qu'on va avoir à l'Assemblée nationale au final, ce sera quelque chose de très différent de ce travail en commission. Et ce sera quelque chose de très différent que ce qu'on aura à la première lecture de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas tant d'enjeux dans ce qui est voté en ce moment, puisque au final, ce sera la commission mixte parlementaire qui va présenter le texte et l'Assemblée nationale en seconde lecture. D'où le fait que tu aies, je pense, pas mal de macronistes et de RN qui ne viennent pas à l'Assemblée parce que bon, il n'y a pas beaucoup d'enjeux quoi, en plus d'être totalement désorganisé. Sachant qu'à la fin, évidemment, tu as le 49.3 qui est possible et même très probable, où tu vas avoir donc Barnier qui va imposer son texte original aux députés en disant on s'en fout du travail de commission, de l'Assemblée, du Sénat, de la commission mixte parlementaire, je propose mon truc et si vous n'êtes pas d'accord, eh ben vous avez qu'à voter une motion de censure contre moi. Et donc on revient sur la question de la censure, inévitable de savoir est-ce que le Rassemblement national ou non va voter cette motion de censure. C'est pour ça qu'au final, toutes ces choses-là montrent bien que les macronistes n'ont plus la main à l'Assemblée nationale, ça c'est fait, tu vois, mais par contre, ça montre bien que aussi, il suffit pas que l'Assemblée nationale veuille quelque chose pour que ça se passe. Voilà, parce qu'il y a quand même l'accord 49.3, il y a quand même les commissions mixtes parlementaires, le Sénat et toutes ces conneries-là. C'est là où vraiment tu te rends compte que pour les bourges, la 5ème République, c'est soit pile je gagne, face tu perds, quoi. D'ailleurs, tu as l'une des propositions du gouvernement qui pourrait être retoquée en commission bientôt, c'est sur les fonctionnaires, parce que ça fait grincer des dents. Tu as le ministre macroniste avec la moustache, là, qui veut faire voter une loi pour réduire l'absentéisme dans le public. Parce que oui, l'absentéisme dans le public serait plus élevé que dans le privé, avec une moyenne de 3 jours par an. Ce qui n'est pas non plus dingue, hein. 3 jours par an, ça va quand même. Hein. Et pour dissuader les fonctionnaires d'être malades, le ministre propose qu'ils ne soient plus indemnisés s'ils sont absents moins de 3 jours. Et cette indemnisation passera de 100%, comme c'est le cas aujourd'hui, à 90% du salaire. Et là, encore une fois, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale, machin. C'est juste le ministre qui dit ça, donc c'est pas encore appliqué. Mais ce projet de réforme, il est critiqué, puisque comparer le public et le privé, ça a des limites. Hein. Par exemple, dans le public, il y a plus de personnes âgées que dans le privé. Et vu que si tu es plus âgé, tu as quand même plus de chances d'être malade. Et le public est aussi plus en contact avec le public, justement, dans les écoles ou dans les hôpitaux, donc plus sujet aux épidémies saisonnières. Ce qui peut expliquer ces 2,8 jours de différence avec le privé, 2,8 par an. De plus, augmenter les jours de carence, comme on appelle ça là, ça va pousser soit à des absences plus longues, c'est-à-dire plus de 3 jours pour être indemnisé, soit à venir malade, c'est-à-dire à partager plus de virus, ce qui va faire qu'au final, tu vas avoir plus de gens qui seront malades et absents. Dans l'article du Monde, certains chercheurs parlent plutôt de mieux gérer les conditions de travail, la reconversion, les formations et le management dans le public pour éviter l'absentéisme dû par exemple à des pertes de motivation ou de pertes de sens dans le travail. Et puis peut-être s'ils arrêtaient de changer les règles en permanence et de pressuriser un maximum beaucoup de fonctionnaires, notamment les soignants,
je pense qu'on gagnerait quelques jours d'absence. On va finir en restant en Macronie, puisque tu as eu une guerre discrète entre Borne et Attal qui semble aujourd'hui être terminée par la victoire de ce dernier. En plus d'avoir été élu à la tête du groupe parlementaire macroniste, Gabriel Attal deviendra le prochain chef du parti macroniste. Il récupère alors les rênes d'un parti en déliquescence, en espérant qu'il parvienne à mobiliser suffisamment avec lui pour se présenter en 2027 comme le successeur de Macron. Et l'abandon de Borne a bien sûr été négocié, elle va pouvoir nommer un quart des membres du conseil exécutif du parti. Je trouve ça fou comment, qu'importe les conditions, c'est toujours des magouilles en permanence avec ces types-là. Allez, on termine là-dessus. Demain, il y aura un épisode un peu spécial. Vous allez voir, tenez-vous prêts, pensez à vous abonner pour ne pas louper ça. Et on se dit, demain à 18h.